d'études politiques Montalembert est un laboratoire d'idées au service du bien commun. Et l'Institut, bien sûr, repose sur deux socles, deux piliers, bien sûr, avec un comité scientifique et des rencontres comme celle-ci. Nous sommes en tout cas très heureux de vous recevoir. Pour ce faire, donc, chacun, chacune, vous êtes mutés. Nous vous démuterons, je pense, à la fin de cette conférence, mais vous pouvez bien sûr intervenir à travers le chat. Le chat, qu'est-ce que c'est? Donc, vous allez tout en bas sur votre droite et vous verrez un plus. Vous cliquez directement sur plus et vous verrez discussion et vous pourrez intervenir sans aucun souci. Le déroulement de la soirée, il va se faire comme suit. Donc, Ludovic prendra la parole pour une petite introduction. Et donc, on laissera la temps de parole pour Madame Laurence Trochu, à peu près 20 minutes. Et nous aurons 4 questions. La première, c'est de Aline Salabel, qui interviendra, bien entendu, généreusement pendant 10 minutes, suivie de Stanislas, de Mohamed Néméry avec Jean Maher et de François Martin. J'espère que François Martin est là et qui va se manifester. En tout cas, bienvenue à chacun, à chacune. Bonne et sainte année 2021. Et je vous souhaite en tout cas le meilleur. Voilà, monsieur le cher président Ludovic Trollet, la parole est à vous sans plus tarder. Merci. Merci Saïd. Donc, effectivement, comme tu dis, c'est notre première rencontre du Web Cercle qu'on propose ce soir. Et on a voulu effectivement inviter Laurence Trochu pour cet événement, étant donné que présidente de Sens Commun, Sens Commun a organisé et proposé à l'ensemble de la société une réflexion sur le dernier trimestre, c'était une grande consultation sur la réflexion sur le conservatisme. Et donc, un manifeste aujourd'hui a été réalisé, donc, et très gentiment, Laurence nous l'a proposé. Donc, voilà, donc c'est effectivement aujourd'hui, l'objectif était de présenter à tous effectivement les conclusions de cette consultation, surtout qu'elle elle rejoint un grand sujet de préoccupation que nous avons et que nous avons développé en 2020 au sein de l'Institut Montalembert, qui est la question de la subsidiarité. Est-ce que nous décrivons réellement aujourd'hui, dans les projets politiques, une approche subsidiaire, suffisamment subsidiaire, donc c'est la grande question qu'on va lui poser ce soir. Et voilà, donc encore merci Laurence d'avoir accepté notre invitation. Juste pour te présenter, donc on se connaît déjà depuis quelques années. On avait eu la chance avec toi d'organiser déjà un dîner du Cercle Montalembert. On avait pu rencontrer sœur Roger Scruton, donc pour lequel effectivement on peut avoir une pensée ce soir, puisqu'il nous avait fait effectivement une intervention extraordinaire sur justement l'apport effectivement de la pensée conservatrice dans la politique. Et c'était vraiment une soirée vraiment qui avait été très, très, très remarquable et qu'on avait tous vraiment apprécié. C'était en grande partie grâce à toi qu'on avait pu l'organiser, étant donné que tu avais effectivement un lien privilégié avec lui. Et je pense que même, j'imagine, tu nous expliqueras peut-être, que le manifeste est un peu une forme d'héritage, un peu de cette amitié que tu as pu avoir avec lui, parce que vous avez effectivement lancé ensemble effectivement cette réflexion sur le conservatisme, je crois, il y a 2 ans. Exactement. Donc voilà, voilà, donc Laurence, présidente de Sens Commun, élu local, voilà, je pense que sur la subsidiarité et sur effectivement le projet politique que la France attend pour demain, pour sortir de la crise, au-delà de la crise sanitaire, de la crise globale de gouvernance, je pense que vous avez effectivement, grâce à cette consultation, des idées à partager, et c'est ce soir l'objectif de notre rencontre. Et je te remercie encore d'avoir accepté cette invitation. Donc je te laisse la parole.
Merci Ludovic, et c'est vrai que ce petit clin d'œil à Scruton, il est vraiment d'actualité puisque hier nous avons fêté le premier anniversaire de la mort de Roger Scruton. Donc il y avait un événement avec une fondation qui porte son nom et qui a vocation à faire vivre son héritage. Et le manifeste d'ailleurs en première page, enfin sur la couverture, hein, je ne sais pas si vous avez tous eu la possibilité de le voir. Alors, il ne faut pas que je cache la citation, mais c'est le message que Roger Scruton nous avait exprimé lorsqu'il était venu en 2018 à Asnières, un événement qui avait rassemblé plus de 700 personnes. Et il nous avait dit un jour, être taxé de conservateur, ce sera une fierté. Donc, en hommage à tout le travail qu'il nous a permis de faire, nous avons mis cela sur la couverture du manifeste. Alors, merci Ludovic de m'inviter ce soir pour aborder les liens entre conservatisme et subsidiarité, parce que c'est vrai que dans le langage courant, la subsidiarité ou ce qui est subsidiaire, c'est un peu ce qui est accessoire, alors que justement les crises que nous traversons, crise sanitaire, crise institutionnelle, crise politique, nous montrent à quel point il n'y a rien d'accessoire dans l'art de gouverner et que la subsidiarité fait partie aujourd'hui des besoins qui justement remontent. On a, selon ce principe en politique, normalement, hein, le principe est que la responsabilité doit être prise au plus petit niveau de l'autorité publique compétente pour résoudre un problème. Le niveau, l'échelle, on va dire, la plus pertinente, la plus proche des citoyens. Et puis, l'idée aussi qu'on ne va pas faire à un échelon plus élevé, ce qui peut être fait avec la même efficacité à un échelon plus bas. Et la problématique aujourd'hui, elle s'inscrit, la problématique de la subsidiarité, elle s'inscrit dans une démarche, on va dire, qui est celle de la décentralisation, des lois de décentralisation. Et en fait, on se dit que si l'État appliquait vraiment le principe de subsidiarité dans sa manière justement de déployer la décentralisation, eh bien en fait, il pourrait se concentrer sur ce qui devrait être son cœur de métier. Et dans le manifeste, qui est en fait le recueil de toutes les contributions que nous avons reçues lors de la consultation, on voit qu'en fait, ce qui est déterminé comme le cœur de métier de l'État, ce sont les fonctions régaliennes. Et cette priorité, elle a vraiment été plébiscitée dans la consultation. Je rappelle qu'il y a eu 240 000 participations et elles ont chacune quand même insisté d'une manière ou d'une autre sur une sorte de malaise institutionnel qui a posé la question non pas de plus ou moins d'État, mais de l'État pourquoi faire et surtout au service de quelle vision de la France. Et donc, plus que jamais aujourd'hui, face aux défis actuels des démocraties, et je dis des démocraties parce qu'on peut aussi faire un petit clin d'œil à ce qui se passe outre-Atlantique, eh bien, on se rend compte que le principe de subsidiarité apparaît comme une nécessité pour retrouver deux principes conservateurs, la confiance et l'engagement. Donc, les enjeux des démocraties, je voudrais m'y attarder dans un premier temps, à la lumière, encore une fois, des enseignements de la consultation. Et je reprendrai bien volontiers l'interrogation telle qu'elle était formulée par Jean-Claude Lamberty. Comment respecter l'individu et sauver le citoyen? Et il y a là quelque chose il y a un nœud, si vous voulez, à défaire dans ce lien entre individu et citoyen. Et c'est aussi le petit clin d'œil que je fais à Alexis de Tocqueville, parce qu'il a montré les cercles infernaux dans lesquels la démocratie pouvait sombrer, en appelant finalement à éviter deux écueils qui ont en commun ce qu'on pourrait appeler le narcissisme démocratique. Le premier écueil, c'est quoi? C'est le repli sur soi. Repli sur soi qui guette en fait l'homme démocratique dès lors qu'il est à lui-même sa seule préoccupation, qu'il se concentre sur son indépendance, sur ses propres intérêts et sur la satisfaction de ses désirs immédiats. Et dès lors, il perd le sens en fait de la communauté politique et entre dans une logique de concurrence de ses désirs, voilà, particulièrement matériels, désirs qui s'opposent parfois à ceux de son voisin ou d'autres communautés.
Le deuxième écueil, c'est la conséquence du premier, c'est le désintérêt pour la chose commune. Et ça, c'est quelque chose que Sens commun avait très bien senti dans son intuition initiale, ce besoin de réenchanter l'engagement citoyen, notamment dans l'engagement politique, mais pas uniquement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand les citoyens se désengagent, eh bien, ils appellent d'eux-mêmes finalement un État omnipotent qui va se mêler de tout, parce que c'est parce que les hommes délaissent la sphère politique et la sphère publique que l'État devient plus fort pour pallier leur désengagement. Et on voit bien là que le principe de subsidiarité, dans cette logique viciée, ne peut plus fonctionner. Et on en arrive à ce que Tocqueville appelait un despotisme démocratique. Et j'aime beaucoup cette citation que je me permets de dire. J'ai toujours cru que cette sorte de servitude réglée, douce et paisible pourrait se combiner mieux qu'on ne l'imagine avec quelques-unes des formes extérieures de la liberté et qu'il ne lui serait pas impossible de s'établir à l'ombre même de la souveraineté du peuple. Je pense que ça trouve un écho particulier dans ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc, la nécessité, elle va être vraiment, dans les mois, dans les années qui viennent, de réconcilier l'individu et le citoyen, parce que cet engagement politique, je dirais, il pourrait être la réponse à l'appel que faisait Kennedy. Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Et donc, la participation à la vie en fait politique, je pense tout simplement déjà à l'échelon local, la participation à la vie de la commune. Tocqueville avait d'ailleurs bien vu que finalement c'était à l'échelle humaine, à l'échelle de la vie quotidienne qu'on pouvait finalement ressentir ce sentiment d'appartenance à un groupe. Et là, on est sur une thématique très conservatrice, chère d'ailleurs à Roger Scruton, qui est ce sentiment d'appartenance. Parce que qu'est-ce qui va fonder l'unité de la nation ? Eh bien, c'est ce sentiment, je pense qu'il faut employer ce mot-là, ce sentiment que nous ne sommes pas de nulle part, que nous ne sommes pas des anywhere, et que en fait l'appartenance à une culture, elle est originelle. C'est pas l'individualisme qui pourrait être la dérive démocratique telle que Tocqueville l'a explicité, qui est originelle, mais c'est l'appartenance à une culture. Et aujourd'hui, on a au pouvoir des progressistes de toute forme finalement, mais un progressisme exacerbé qui ne saisit pas justement ce qu'est l'unité de la nation, ce qui soude les individus parce qu'il refuse l'enracinement. Et là, je vous renvoie à un excellent livre de Frédéric Rouvillois, qui fait ce parallèle entre Emmanuel Macron et la philosophie d'inspiration saint-simonienne, où il explique bien comment elles ont en commun de refuser l'enracinement, de refuser l'héritage civilisationnel et la possibilité même en fait de l'attachement à un chez-soi, cette oikos qu'appelait Scruton et dont on verra un petit peu après qu'il est aussi la base de l'écologie subsidiaire. Donc cette liquidation de l'héritage tel que les progressistes l'envisagent, elle est motivée par une volonté, en fait, que tous partent exactement du même point de départ. Et ça, Emmanuel Macron le dit dans son livre Révolution, il définit l'égalité comme celle qui met chacun sur la même ligne de départ. Donc ça veut dire que toutes les politiques qui sont, on va dire, inspirées de la notion d'héritage, politique patrimoniale si on est sur le domaine économique, politique familiale avec bien sûr le problème de la filiation, et bien tout cela en fait est liquidé par les progressistes. Et ce faisant, il ressuscite une opposition entre liberté et égalité parce qu'il y a une sorte de menace sur la liberté au nom d'une égalité, et il y a des fractures de fait qui naissent de ce conflit entre liberté et égalité, parce que dans une société qui vise une égalité, pas simplement de droit, une égalité de dignité des citoyens ou des personnes tout simplement, mais une égalité, ce que j'appellerais une égalité égalitariste, eh bien les droits individuels des uns
entrent en concurrence, et là je reviens à ce que je disais dans l'analyse de Tocqueville, entrent en concurrence avec les droits individuels des autres. En fait, la loi devient le moyen de satisfaire les désirs individuels des uns et des autres. Et en fait, au nom de l'égalité, mes désirs à moi ont autant de valeur que les désirs de mon voisin. Et si les siens sont satisfaits, il n'y a pas de raison que les miens ne le soient pas. Donc, on rentre dans une logique de revendication communautariste qui réduisent la nation à une juxtaposition de désirs individuels qui sont potentiellement en concurrence. Et la nation, si on prend la définition de base de la nation, c'est quoi? C'est un groupe humain assez vaste qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. Eh bien, tout cela disparaît et il ne reste que des individus qui se font face. Et là, je renvoie à ce que disait l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Il est à craindre que finalement, nous ne retrouvions non plus côte à côte, mais face à face. Et c'est la raison pour laquelle Roger Scruton nous avait dit, quand il avait compris qu'on voulait tirer l'enseignement politique de l'état d'esprit du conservatisme, il nous avait dit la porte d'entrée dans le conservatisme, c'est la nation. Et plus que jamais en France, où on a tendance à réduire le conservatisme au sujet de société. Donc l'approche conservatrice, ce sera ma deuxième partie, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit, je ne vais pas m'attarder, vous l'avez bien compris, le point de départ, c'est l'attachement, c'est l'enracinement, et c'est Scruton qui le définit comme ça. Le conservatisme est la philosophie de l'attachement. Nous sommes attachés aux choses que nous aimons et nous souhaitons en fait les protéger du déclin. Donc ce sentiment que les choses bonnes peuvent facilement disparaître, mais ne peuvent pas être aisément créées, comme il le disait lui-même. Et le contrat social qui justement fonde la nation requiert ce sentiment d'appartenance et il présuppose, on pourrait dire, une première personne du pluriel, la possibilité de dire nous pour parler en fait de la nation, pour parler de la France. Et ce nous, c'est presque la condition précontractuelle en fait de la nation. Le deuxième trait de cet état d'esprit, c'est la responsabilité et la transmission. Cette ligne d'obligation en fait qui nous relie les uns aux autres, et puis ce souci pour l'avenir qui en est la prolongation. Et il ne peut y avoir de confiance, et ça c'est aussi une thématique d'actualité, il ne peut y avoir de confiance que là où les hommes prennent la responsabilité de leurs actes et rendent compte finalement à ceux avec lesquels ils ont affaire, à la fois dans l'espace et à la fois dans le temps. Et j'aime beaucoup cette citation de Burke qui disait « La société dépend de relations d'affection et de loyauté, et celles-ci ne peuvent se construire que d'en bas, par l'intermédiaire d'actions en face à face. » Et là, on retrouve justement la subsidiarité comme moteur finalement et comme ciment de la nation. Parce que c'était déjà présent chez Tocqueville, on voit bien que cette verticalité du gouvernement que nous subissons aujourd'hui, eh bien, elle nourrit d'une part l'irresponsabilité des individus et puis d'autre part la confiscation de la société civile par l'État lui-même qui font qu'au final, les citoyens n'agissent plus par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Donc il y a ce grand défi vraiment qui a émergé en fait dans les contributions qui nous ont été apportées et que j'ai remises en forme là parce que évidemment je ne pouvais pas dans le détail vous rapporter les contributions qui avaient été apportées. Alors notre souci à nous, si vous voulez, notre démarche, le point de départ c'était donc novembre 2018, cette grande réunion des conservateurs que nous avions organisée autour de personnalités politiques, locales et nationales, et puis de personnalités intellectuelles, parce que notre souhait, c'était vraiment de faire se rencontrer les deux poumons, je dirais, de sens commun, c'est-à-dire la réflexion et l'action. Et le travail de fond a été mené
depuis, donc entre 2018 et 2020, parce qu'il s'agissait justement de ne pas en rester à une approche d'intellectuel, puisque le conservatisme n'est pas en tant que tel une doctrine politique. Je vous ai dit que c'était un état d'esprit. Et on s'est dit, en fait, il faut qu'on applique à nous-mêmes ce principe de subsidiarité, parce que l'objectif n'est pas d'arriver avec un petit bouquin qui serait quelque chose pensé d'en haut. Il faut qu'en fait, ce bouquin soit inspiré par ce qui remonte du terrain. Donc, on a fait cette consultation. C'est expliqué dans l'avant-propos du petit livret que vous trouverez aussi sur Internet pour ceux qui ne l'ont pas en version papier. Et on l'a posé sous forme de question. Le conservatisme, un espoir pour la France. Et en fait, la réponse que nous avons eue faisait complètement écho au titre du livre de Roger Scruton. C'est pas un espoir, c'est une urgence, point d'exclamation. C'est une urgence parce qu'en fait, ça a permis de mesurer ce à quoi les Français sont attachés, ce qui compte aujourd'hui, ce que sont leurs priorités dans la France de 2020. Et finalement, ce qui leur tient à cœur, si on reste dans cette approche d'une politique de l'attachement. Donc, ça a réveillé en nous un instinct de conservation d'autant plus fort que lorsque les menaces, puisque là on a déroulé la consultation à la fin du premier confinement, lorsque les menaces sont violentes, eh bien elles nous permettent justement de discerner ce à quoi nous sommes attachés. Ça a permis de toucher aussi des personnes qui aujourd'hui ne sont pas forcément encartées dans des partis politiques, celles qui sont, vous voyez, juste derrière la porte, qui ne sont absolument pas touchées aujourd'hui par l'offre politique, parce qu'elles entendent le bruit, mais ça n'arrive pas au cœur. Et donc, la démarche de la consultation, c'était vraiment de leur permettre d'exprimer ce qui les habitait. Voilà. Donc le manifeste, lui, si vous voulez, c'est la traduction politique de cette démarche-là. Pourquoi une traduction politique? D'abord parce qu'elle n'existait pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de parti en France qui se réclame du conservatisme. C'est même plutôt une tare dans le langage courant. C'est un choix que nous avons fait d'assumer ce mot parce que à partir du moment où ça correspond à ce que nous sommes, à partir du moment où de toute façon on nous a collé cette étiquette-là, nous avions un peu deux solutions. Soit nous battre pour essayer de dire que nous étions autre chose, soit l'assumer. Et nous avons fait ce choix parce qu'aujourd'hui, l'urgence, elle n'est pas dans la sémantique, elle n'est pas dans la dialectique, elle est dans l'action. Et cette action, il fallait qu'elle soit éclairée par des principes conservateurs, à même ensuite de décliner des propositions concrètes. Donc, ce que nous faisons, nous prenons en fait le contre-pied du progressisme sur trois axes qui ont guidé l'élaboration de la consultation et qui sont aujourd'hui la trame du manifeste, notamment à travers la reconnaissance de la notion de limite, qui pour nous est une notion positive. La limite, c'est quoi? C'est ce qui protège avant d'être ce qui interdit. Le premier axe que nous avons développé, c'est, comme je vous le disais, la porte d'entrée dans la nation, c'est de reconnaître qu'aujourd'hui, la politique se construit sur l'appartenance à une nation, alors même que le progressiste est dans une logique post-nationale, puisqu'on va même jusqu'à parler de souveraineté européenne. Et là, ce qui a été vraiment plébiscité, alors qu'on ne s'y attendait pas, parce que ce n'est pas un sujet particulièrement glamour, on va dire, c'est tout ce qui tourne autour de la question des institutions, parce que leur dysfonctionnement fait prendre conscience aux Français finalement des faillites de l'État. Et c'est là aussi qu'on fait le pont entre État et nation. Donc ça s'articule comment? Ça s'articule autour de la thématique de la souveraineté comme condition de la liberté. Et on a là les propositions concrètes qui concernent les institutions politiques, qui concernent la mondialisation et qui concernent les services publics. Alors évidemment, je ne peux pas tout vous citer. En revanche, je vais vous donner quelques exemples quand même pour que vous voyez à quoi ça correspond. Si je prends les institutions politiques, les fonctions régaliennes, c'est par exemple tout ce qui va concerner les mesures liées à la justice, protéger la propriété privée en punissant sans délai l'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier, instaurer une peine perpétuelle réelle pour ceux qui constituent des menaces durables pour la société.
On a aussi tout un volet sur la sécurité intérieure et sur la sécurité extérieure, avec en fait toutes les questions relatives aussi aux lois et aux problèmes particuliers posés par la charia en France. Et puis on a ce gros paragraphe, ce gros bloc sur la subsidiarité. Le principe qui anime les propositions, c'est plus les décisions sont prises près des citoyens, plus elles suscitent adhésion et confiance. C'est le principe de subsidiarité. Et il y a 2 propositions concrètes qui ont été largement partagées. C'est vis-à-vis de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour européenne de justice qui aujourd'hui parfois prennent le dessus sur les juridictions nationales, et l'opposition à l'adhésion de l'Union européenne à cette Cour, parce que c'est dans le traité de Lisbonne, mais ça n'est pas encore effectif, et dès lors que ça le serait, ça interdirait à chaque nation individuellement de quitter la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on est vraiment là sur un sujet qui mérite quand même une très très grande attention. Et puis c'est bien évidemment la restructuration complète en fait du maillage territorial et de la délégation de compétences telle qu'elle est prévue dans les lois de décentralisation. Ça va bien sûr traiter aussi toutes les ressources financières des collectivités territoriales, et puis la coopération entre elles, évidemment, pour mettre fin à ce qu'on appelle traditionnellement le millefeuille territorial. Voilà. Et puis après, il y a tous les sujets relatifs, comme je le disais, à la mondialisation, au cadre européen et à la définition d'une souveraineté nationale traduite en propositions politiques. Le deuxième axe, toujours interprété à travers la notion de limite, c'est de considérer que la France est une nation héritière en fait d'une culture qu'elle veut affirmer et transmettre, et donc ça implique un refus de l'immigrationnisme et du multiculturalisme. Ça veut donc dire que sur le volet immigration, il va bien sûr falloir traiter la maîtrise de l'immigration, mais aussi la thématique de l'assimilation, parce que nous avons quelque chose à transmettre, en fait, qui va passer par l'éducation et une certaine conception de l'éducation, qui va passer par la culture aussi. Et là, il y a toute une réflexion qui a été menée à partir d'André Malraux sur le rôle de la culture et l'articulation entre la culture et le politique. Est-ce que la culture est au service du politique ou pas? Voilà, donc il y a toute une réflexion qui a été menée avec des élus locaux, notamment sur l'inspiration, on va dire, d'une conservatrice pour établir des projets culturels à l'échelle locale. Parce que c'est vrai que moi, la dernière fois que je suis allée dans ma commune à la présentation de la programmation annuelle, tous les documents étaient par exemple en écriture inclusive, et on parlait plus de patrimoine, on commençait à parler de matrimoine. Enfin, vous voyez, on voyait que l'idéologie nous arrivait directement d'en haut, mais que ça avait bien pénétré la moindre petite ville qui avait un service culturel. Et là, je parlais d'une ville, vous voyez, de même pas 30 000 habitants. Donc, il y a vraiment toute une réflexion qui a été menée sur l'importance de la culture. Et puis, le troisième axe, c'est la nation soucieuse des équilibres économiques et écologiques. On a fait le choix, mais c'était déjà le cas au démarrage de Sens commun en 2013, de traiter ensemble l'économie et l'écologie. Parce que bien sûr, ça relève des thématiques liées à la protection de la nature, et nous avons fait ce choix de réhabiliter le mot de nature, nature au sens environnemental, mais aussi au sens de nature humaine, pour une écologie qui soit non pas idéologique, mais réelle, avec ce souci de tenir ensemble le respect de l'environnement et le respect de l'homme, parce qu'il serait évidemment complètement aberrant de s'offusquer des OGM sur les espèces végétales et en même temps eh bien de s'embarquer dans des dérives transhumanistes telles que la loi de bioéthique les prévoit, en manipulant en fait les gènes humains. Donc il y a vraiment cette volonté aujourd'hui de prolonger la réflexion sur le transhumanisme et sur ce qui auparavant était considéré comme des sujets
dit de société, en ayant un regard non pas moralisateur, parce que ça c'est quelque chose qui n'est pas audible, mais en ayant un regard écologique au sens noble du terme. Voilà. Et ça nous amène évidemment à reconnaître aussi eh bien, la structure familiale comme étant la plus petite échelle, en fait, et donc ce petit noyau dur à partir duquel les autres peuvent se construire en cercle tout autour. Voilà, donc on a, vous voyez, ces 3 grands axes qui permettent de lutter contre une approche progressiste qui serait post-nationale, qui serait multiculturaliste et qui serait transhumaniste. Donc, ce que nous en faisons, c'est quoi maintenant? C'est une grande démarche pour populariser en fait ce conservatisme et cette approche, ce regard sur la société que nous voulons durable. Populariser, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire tomber dans le populisme au sens de démagogie. Et là, je m'appuie sur la belle analyse de Vincent Cousdière qui dit, en fait, il faut valoriser le populisme des peuples, c'est-à-dire être à l'écoute, en fait, des besoins des peuples. Et non pas les satisfaire de manière démagogique, mais les entendre, parce que c'est de là qu'il faut partir pour bâtir un projet pour la France. Et donc, on a mis en fait à disposition des Français des outils de vulgarisation de ce manifeste, dont on a bien conscience que c'est plutôt un document institutionnel. Donc, il y a 250 000 flyers qui, depuis le week-end dernier, sont distribués dans toute la France par des petites cellules de tractage et de boitage partout sur le territoire. Et puis, il y a un quiz sous forme un peu ludique, second degré, décalé, avec un graphisme adapté. Et tout ça est hébergé sur un site internet mouvementconservateur.fr, de manière à ce que finalement ce conservatisme aille bien au-delà du mouvement au sens commun lui-même, et que avec d'autres personnes qui sont, on va dire, des alliés en politique, des alliés dans les milieux intellectuels, des alliés dans les think tanks, des alliés dans les milieux associatifs, eh bien, nous retrouvions ou nous acquérions cette fierté dont parlait Roger Scruton, cette fierté d'être conservateur face à un politiquement correct qui déroule son rouleau compresseur, et puis aussi une légitimité, parce que finalement aujourd'hui on a une droite très éparpillée, très émiettée, et finalement on se rend compte que la parole des conservateurs n'a pas moins de légitimité que celle des autres. Et donc à partir du moment où la droite est en crise d'identité, c'est aussi à nous de lui rappeler ce qu'elle est, ce qu'elle devrait être, et c'est aussi l'enjeu du travail que nous avons fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé les 20 minutes, mais je crois qu'au feeling, il est temps que je m'arrête. C'est excellent. Vraiment, merci Madame Trochu. Ça a vraiment musclé en tout cas nos convictions et ça nous redonne toute notre fierté. Je laisse la parole à Ludovic qui va nous présenter la prochaine intervenante qui est Aline Salabel. Bienvenue Aline Salabel. Merci encore Madame Trochu. Merci. Alors donc, oui, dans cette première petite intervention, on vous propose effectivement un exposé que effectivement le docteur Salabel, donc Aline Salabel, nous a préparé. Donc c'est en fait un travail scientifique qu'elle a réalisé ces derniers mois sur la base de son expérience en tant que biologiste, donc dans son centre, donc dans son laboratoire d'analyse médicale, effectivement au front, on va dire, face à la pandémie, effectivement, et les enjeux notamment liés au dépistage. Mais au-delà de sa propre réalité, de comprendre de ce qui arrivait réellement en fait dans ces circonstances. Et donc une analyse très intéressante et que je vous propose donc d'entendre maintenant et qui se terminera forcément sur une question, mais effectivement liée à et c'est effectivement notre intuition et c'est ce pourquoi tous nos amis scientifiques au sein de l'Institut travaillent, c'est regarder ce déficit subsidiaire qui effectivement aujourd'hui, je pense, marque beaucoup le temps qu'on nous traversons. Donc je te laisse la parole, Aline, pour ton exposé. Merci. D'abord, bonsoir à tous. Merci de me donner la parole et merci Madame Trochu pour votre intervention. Alors, pour moi, vous verrez que ce que j'ai à vous dire, hélas, la subsidiarité n'est pas du tout présente dans mon exposé en tant que réalité vécue. Et que
Il y a beaucoup de termes que vous avez employés qui malheureusement ne font pas partie des programmes que nous traversons actuellement dans la politique de santé. Donc moi, je me présente avant tout, donc je suis médecin biologiste, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je vous exprime ici mon expérience et mon opinion personnelle. Je ne représente aucun syndicat, aucune chose que ma personne privée. Nous travaillons, enfin mon collègue et moi, nous travaillons dans un petit laboratoire d'analyse médicale, mais qui a le mérite d'être quasiment le seul en France à être monocyte. Et nous travaillons avec personne d'autre, nous sommes indépendants. Et nous avons une direction collégiale et nous partageons les mêmes valeurs. Alors, au début de cette crise, au mois de mars, nous avons été très déconcertés de voir que d'emblée, il y a eu une prise en main des soins par la politique. C'est-à-dire que d'emblée, on a dit aux médecins généralistes qu'ils devaient avoir des objectifs uniquement de surveillance, de traçage. D'emblée, on a dit aux patients, n'allez pas voir vos médecins. On a dit aux médecins, ne consultez pas vos patients, faites de la téléconsultation. On a un objectif à une semaine, vous restez chez vous, vous appelez le 15, donc le 15 naturellement a tout de suite été saturé, parce que le 15 n'est pas du tout fait pour assumer de telles choses. Les gens sont restés avec une prescription de paracétamol, qui, vous le savez bien, n'est pas un médicament sur ordonnance. Vous n'avez pas besoin de voir un médecin pour prendre du paracétamol. Donc, on a laissé les gens s'enfoncer dans leur maladie. Et quand ils ne pouvaient plus, ils ont allé aux urgences. Et aux urgences, naturellement, ils ont encombré les urgences. Et comme ils étaient très gravement malades, ils ont comblé les réanimations. Parce que d'habitude, en réanimation, c'est fait pour des séjours de courte durée. Chacun de nous pouvons aller en réanimation. Certains de nous y sont déjà allés. Mais c'est fait vraiment pour des courtes durées. Ça n'a jamais été fait pour regarder des gens 3 semaines, 1 mois, 2 mois, etc. Et c'est pour ça que nos réanimations ont été encombrées vraiment, sans compter les problèmes au préalable qui étaient que la diminution drastique des lits d'hôpitaux, la diminution drastique, en particulier dans les réanimations, la diminution du personnel, la démotivation du personnel, les départs en masse et des désinvestissements des soignants et des personnels paramédicaux. Voilà, à tout cela s'ajoute l'humilité des médecins. Si vous dites aux médecins lambda, tu n'es pas capable de comprendre cette maladie parce que je ne la comprends pas, c'est ce que nous disait notre société savante, nous ne la connaissons pas, donc tu ne la connais pas, je ne sais pas la traiter, donc tu ne sais pas la traiter. Donc, on a paralysé tout esprit créatif médical. Parce que des virus qu'on ne connaît pas et qui nous attaquent chaque année, c'est le cas. Vous avez tous été malades une année, l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, d'une maladie virale non étiquetée. Et votre médecin vous a dit, vous avez un virus, ou même vous-même, vous avez dit, j'ai un virus. Et au bout de 3 jours, si ça ne passe pas, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir votre médecin. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans la grande majorité des cas, il vous donne un antibiotique. Et ça passe. Et on sait très bien que théoriquement, les antibiotiques sont des antibactériens. C'est ça. Mais ceci dit, on sait tous aussi bien que les antibiotiques ont des propriétés antivirales. Soit en soi, comme par exemple l'azithromycine, ça a été déjà étudié largement, soit aussi parce que le virus agit souvent comme un cheval de Troie, c'est-à-dire il emmène avec lui la bactérie. Et par exemple, en l'occurrence, dans le coronavirus, il y a beaucoup d'études qui ont montré le lien avec Prevotella. Prevotella, c'est une bactérie anaérobie qui habite le tube digestif, qui est très sensible, en particulier à l'amoxicilline, donc un antibiotique de très très simple, bas de gamme, non évolué, que pareil, la plupart des gens, enfin, des personnes présentes ici ont déjà pris. Donc, on a amputé les médecins de leur capacité de soigner. Et on se rend compte que ça nous a précipités dans le mur, vraiment. Et de fait, que les hôpitaux soient engorgés, ça a été aussi l'outil pour provoquer le confinement. Pour moi, de façon vraiment artificielle, si vous voulez, si on avait laissé les médecins réagir comme ils auraient fait d'habitude, de façon pragmatique, c'est-à-dire que tout d'un coup, la science a pris le pas sur l'art.
C'est-à-dire, je n'ai pas de démonstration scientifique que ton médicament marche. Par exemple, quand le professeur Raoult a dit que l'hydroxychloroquine marchait sur une petite série de même pas 20 personnes, je crois, alors on dit, oh, c'est ridicule, ton truc, ça ne peut pas marcher, c'est pas sérieux ton étude. Du coup, il aurait fallu attendre une étude scientifique prouvée avec des arguments actuels, c'est-à-dire en double aveugle, deux échantillons de nombre suffisant, etc. C'était pas possible, il y avait des gens qui mouraient, il y avait des gens qui étaient malades, il fallait soigner. Et donc, à l'art pragmatique, on a préféré une science, mais qui n'a encore jamais trouvé de traitement. Vraiment, enfin, il y a bien des gens qui ont trouvé des traitements, mais au niveau de l'État français, ça n'a jamais été reconnu. Hein. Et je regarde le temps et c'est bon. Et du coup, je voulais aussi vous faire part d'une autre réflexion, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la médecine, bon, il y a deux premières fois. Hein. Il y a la première fois qu'on dit aux médecins ne soignez pas, ça c'est vraiment du jamais vu. Et une deuxième première fois, c'est pour une fois, on a dit que la prévention était supérieure aux soins. D'habitude, dans toutes les politiques de santé, la prévention, c'est le parent pauvre. Pourtant, la prévention, c'est vrai, devrait être beaucoup mieux considérée. Par exemple, la prévention du cancer du poumon, c'est bien sûr, c'est lutter contre le tabac. La prévention contre le diabète, c'est lutter contre l'obésité, pour beaucoup de diabète du moins, hein, etc. Donc, il faudrait vraiment faire beaucoup plus de prévention. Mais là, la prévention, elle a pris 100% du problème. Donc, il faut prévenir. On a eu même des brigades, on appelait ça des brigades, hein, des brigades de traçage, prévenir et jamais soigner. Et du coup, on est passé d'une triade qui était dépister, soigner, isoler, une triade très connue en milieu infectieux, que le professeur Raoult a largement rappelé, alors le mot est véridique, hein, à un triptyque, tester, tracer, isoler. Donc, il n'y a plus de soins. Et on est passé d'une triade à un triptyque. Alors moi, je pense sincèrement que ça illustre très bien le niveau de la médecine actuelle, qui est devenue une religion, une religiosité. On n'a plus de... On voue un culte, on a une doctrine, on a des ordres, et voilà. Et si on ne pense pas comme on devrait penser, il y a même un côté très sectaire, hein, on est exclu. Et là, on voit bien, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu entre Noël et Nouvel An, il y a six médecins qui ont un procès, qui sont accusés par le Conseil national de l'ordre des médecins. Parmi eux, il y a 3 professeurs de médecine. Donc, il y a le professeur Raoult, bien sûr, le professeur Perron, le professeur Joyeux. Et chose complètement nouvelle, il y a 3 médecins généralistes. Donc, un qui habite à quelques kilomètres de chez moi, à 15 km de Nemours, et qui est médecin généraliste dans un petit village de 3000 habitants, qui s'appelle Dr Hélène Rézeau, un médecin que vous aimeriez tellement avoir comme médecin de campagne, seul médecin dans ce petit village. Elle a soigné tous ses patients, elle les a tous guéris, sans séquelles, aucune hospitalisation, aucun mort. Et tout ça parce qu'elle les a soignés avec un médicament absolument banal qui s'appelle la cétirizine. Donc, c'est un antihistaminique qui est donné pour les maladies allergiques. Hein. Sans doute, beaucoup d'entre vous ont déjà pris des médicaments de ce genre-là. Parce qu'en étudiant dans la bibliographie, elle a vu excusez-moi, on va dire donc... C'est les 10 minutes qui sont passées. Il me reste une minute. Hein. Donc, elle a étudié qu'à la phase inflammatoire primaire, il y avait une très forte libération d'histamine. Donc, avec 2 autres confrères, elle s'est dit, donnons des antihistaminiques. Donc, ça s'est très bien passé. Elle a soigné quelques dizaines de patients dans son petit village de 3500 habitants. Et voilà, elle est accusée par le Conseil de l'ordre. Bon, du coup, ma question à Madame Trochu, si vous voulez, dans un cas pareil, est-ce qu'une politique, un élu local comme vous, quel est le pouvoir politique des élus locaux dans de pareilles situations où, voilà, déjà, j'avais 2 questions par rapport à votre action possible en termes d'élu local, et deuxièmement, je suis sidérée qu'il n'y ait jamais eu de moment où on peut s'asseoir, réfléchir sur les décisions qui ont été prises, les évaluer. N'importe qui parmi nous avons des responsabilités, qu'elles soient familiales, professionnelles.
Prenons le temps d'étudier les risques, d'évaluer les décisions prises. Là, on ne voit rien de tout ça. Il n'y a pas du tout de subsidiarité, hein, vraiment pas du tout. Alors là, c'est vraiment 0% de subsidiarité. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, je sais bien que vous avez aussi une politique à moyen terme et à long terme, mais là, c'est vraiment à ultra court terme, parce que c'est aujourd'hui. Un grand merci, Madame Salabel. Je pense que ce serait intéressant que Madame Trochu puisse y répondre directement. Après, on prendra une série de questions. Je pense qu'on est vraiment dans le vif, on est vraiment dans le cœur. Merci en tout cas pour cet exposé. Merci. Ouais, merci docteur, parce que ça reprend ce que moi-même j'ai entendu de la part des médecins de mon département. En fait, au moment du premier confinement, vous avez très bien décrit ce passage entre le médecin qui soigne et puis simplement le médecin qui ne sert plus à rien et qui même n'a plus le droit de soigner. En fait, dans les Yvelines, parce que moi j'ai la délégation, je suis donc conseillère départementale, membre de la commission des affaires familiales et sociales, avec une délégation que je n'ai plus maintenant, mais que j'ai eue pour les hôpitaux. Donc, je siégeais dans les conseils de surveillance des hôpitaux. De fait, j'étais un peu identifiée par les médecins comme un interlocuteur au niveau du département. Et j'ai été frappée de voir que des médecins sont venus me voir en me disant, de fait, on n'a plus de patients au cabinet, on a des consultations qui s'installent via des plateformes en visio, mais on n'a plus de contact direct, y compris avec les personnes âgées pour lesquelles c'est particulièrement nécessaire. Et en fait, on voudrait mettre en place des centres dédiés aux patients potentiellement Covid, de manière à ce que les médecins puissent continuer à exercer et à recevoir leurs patients sur d'autres pathologies, sans que dans les salles d'attente, finalement, il y ait croisement de deux types de patientèle. Est-ce que vous pourriez m'aider à trouver des locaux pour en fait faire des centres dédiés au dépistage de cette maladie, sur lesquels interviendraient aussi des professionnels paramédicaux tels que des kinés, des ergos, des psychomotriciens, etc., qui en ce moment de toute façon travaillent complètement au ralenti, voire ne travaillent plus. Donc là, premier réflexe, il faut demander aux ARS, donc les agences régionales de santé. On a très vite compris que les processus qui étaient les leurs de lourdeur administrative ne permettraient absolument pas de répondre aux besoins urgents. Donc en fait, curieusement, il y a eu une très grande liberté des élus locaux à ce moment-là qui se sont dit on s'en fiche, on fait, parce qu'en fait, on voit qu'il y a besoin et que la solution, elle est là et qu'il faut qu'on s'appuie sur la médecine de ville parce qu'on a beaucoup focalisé sur la médecine hospitalière. Il faut qu'on s'appuie sur nos médecins traitants qui sont vraiment au plus près du terrain. Et donc, on a de ci, de là, dans certaines villes, ouvert ces centres dédiés aux patients potentiellement Covid. On a permis aux médecins de continuer à travailler chez eux dans leur cabinet pour les autres types de pathologies. Et puis, ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, donc, du point de vue, on va dire, organisationnel, il se passe exactement la même chose en ce moment sur la vaccination. Alors, je ne rentre pas dans le débat du bien fondé de la vaccination. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les élus locaux qui prennent la main pour organiser la vaccination chez eux, en mettant à disposition des salles dans les conditions nécessaires pour que les médecins qui veulent vacciner puissent le faire. Le deuxième point que je voudrais souligner, quand vous avez parlé de prévention, aujourd'hui, ce que j'ai vu et ce que les médecins m'en ont dit du coup dans les discussions régulières que j'ai avec eux, c'est que la prévention s'est réduite à porter le masque et se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Et il y a toute une partie médicale de la prévention, parce que ça, c'est du sanitaire, c'est pas du médical. Il y a toute une partie médicale de la prévention qui a été complètement évincée. C'est comment en fait on aide un organisme, quel que soit le virus qui l'attaque ou la bactérie qui l'embête, comment on aide un organisme à se défendre. Et les médecins disent, en fait, beaucoup d'entre nous, malheureusement, perdent tout bon sens et oublient, comme si ça faisait plus partie de leur catalogue de prescription, oublient qu'il y a la vitamine C, il y a la vitamine D, il y a le zinc, le magnésium, et en fait, on est rentré finalement dans une définition de la prévention à minima, alors que ce serait intéressant d'aller voir dans d'autres pays
parce que c'est vrai qu'on est un petit peu, on se met un peu des œillères chez nous, déjà entre le nord et le sud, mais du coup, on ne voit pas ce qui se passe et quels sont les protocoles de traitement et de prévention dans les autres pays. Et là, il y a quand même quelques médecins qui commencent à réagir. Moi, profondément, ce qui m'inquiète, c'est pourquoi, alors qu'il y a des voies médicales alternatives qui s'élèvent, pourquoi ça glisse comme sur les plumes d'un canard? Pourquoi ça n'imprime pas? Pourquoi finalement on va ranger dans la catégorie complotiste des médecins qui ont un autre regard, d'autres propositions, d'ailleurs en général avec succès. Et finalement, on a l'impression qu'ils ont beau écrire des tribunes, ils ont beau donner des interviews, faire des plateaux télé, on les traite de complotistes et en plus on fait un usage erroné du mot parce que un complotiste, c'est pas celui qui diffuse un complot. Un complotiste, normalement, c'est celui qui fomente le complot. Donc, comme si les médecins eux-mêmes étaient à l'origine des complots. Donc, vous voyez, on est dans une rhétorique, je trouve, dangereuse, où, comme le disait Jean Jaurès, quand on n'arrive pas à changer la réalité, on change les mots pour la désigner. Et là, il y a vraiment quelque chose d'inquiétant, à la fois du point de vue politique et du point de vue médical. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je dirais qu'on est dans une dérive absolument machiavélique au sens propre, c'est-à-dire qu'on installe la terreur pour faire gouverner. Hein. Et deuxièmement, excusez-moi, j'ai perdu l'idée, mais on a complètement asservi le médecin et moi, j'ai l'impression d'appartenir à une secte. D'ailleurs, je suis menacée moi-même d'être condamnée par le Conseil de l'Ordre pour les écrits que j'ai faits, que vous pourrez peut-être lire, qui sont tout à fait banaux. Hein. Je n'ai rien dit de mal. Hein. Je dis que ce que j'ai vu, ce que j'ai fait ou que je n'ai pas fait, enfin, etc. Et je suis menacée moi-même par le Conseil de l'Ordre des médecins. Vous voyez? Ouais. Un grand merci. Un grand merci. On pourrait laisser tout de suite la place en transition à Stanislas sur l'écologie, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a une question assez importante à Madame Trochu. On va demander à Mohamed Néméry de se préparer. S'il n'est pas l'agent, c'est toi qui prendras le relais. Et après, François Martin. Donc, s'il vous plaît, vous avez juste 1 minute pour poser la question. On voudrait laisser suffisamment de temps à Madame Trochu pour vous répondre en tout cas. La parole est à toi. Si on peut démuter Monsieur Stanislas, s'il te plaît, Jean. Merci. Merci de me Madame donner la Salabel parole. encore. Donc, je crois que Madame Trochu, on se connaît un petit peu. Vous le savez, je suis animateur du groupe de travail écologie de l'Institut de Montalembert et on a bavardé quelques fois ensemble. Alors, il y a quelques années, j'avais participé à un groupe de travail de sens commun et sur l'écologie en agriculture. Et en sortant, je me posais cette question, est-ce que Sens commun n'avait pas un petit peu le souci d'être conformiste en écologie pour faire passer son anticonformisme sur des questions plus sociétales et en particulier de bioéthique? Alors, je voudrais vous dire juste, vous rappeler en 2 mots ce que vous avez dû lire dans nos papiers. C'est un mot sur ce concept que notre institut a développé, qui est celui de l'écologie subsidiaire. Alors, pour ceux qui nous écoutent, l'écologie subsidiaire, elle privilégie le penser local pour agir local, parce que nous nous méfions de l'adage du sommet de Stockholm qui disait « à problème global, gouvernance mondiale ». Donc, il y a toujours ce piège de vouloir relier le local et le global et qui finalement fait le lit de la gouvernance mondiale. L'écologie subsidiaire, elle admet la richesse du débat contradictoire et donc subsidiaire. C'est-à-dire que plutôt que de s'abriter derrière des consensus qui ne font en science que des arguments d'autorité, hein, la plupart des consensus n'apportent aucune autorité aux arguments. Donc, dans le mot subsidiaire, il y a le mot soutien. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Et dans la logique de l'écologie subsidiaire, il nous semble qu'une dissidence scientifique doit être soutenue et n'être laissée ni à des marginaux, ni tournée en ridicule. Une écologie subsidiaire, elle privilégie la responsabilité sans écraser les citoyens de normes culpabilisatrices. Parce qu'une écologie subsidiaire, elle rend libre au lieu d'édicter des contraintes. Une écologie
qui est fondée sur la subsidiarité, elle se suffit à elle-même, nous semble-t-il, car elle porte par essence la contradiction à la pensée globale. Alors, je voudrais poser 3 questions à sens commun. Est-ce que vos groupes de travail interne seraient prêts à adopter ce type de concept d'écologie subsidiaire, tel que je l'ai énoncé, et donc de garder une énorme distance par rapport au consensus? La deuxième question, c'est est-ce que vos équipes seraient prêtes à comprendre que la capacité d'une société à laisser émerger des dissidences est un indicateur du niveau de subsidiarité vers lequel elle cherche à tendre? Est-ce que vous ne croyez pas qu'en écologie, se référer éternellement au consensus est un signal inverse à celui de la subsidiarité qu'on veut développer? Et la troisième question, ça revient à toujours un peu la même question politique, c'est est-ce que vos équipes seraient prêtes à militer pour cette écologie subsidiaire comme ferment de richesse pour la société? Voilà les questions que j'avais à vous poser. Oui, merci Stanislas. C'est vrai que vos questions, elles sont en lien avec ce que vous avez pu aussi expérimenter en travaillant quelquefois avec Sens Commun. Je peux vous dire que le consensus n'est pas le maître mot en écologie, parce que pour une raison simple, c'est que on a au sein des groupes des personnalités assez fortes qui n'arrivent pas forcément aux mêmes conclusions. On a par exemple quelqu'un qui s'appelle Marc chez nous qui travaille, qui est plutôt dans le consensus, dans l'approche du GIEC par exemple sur le réchauffement climatique. Et puis on en a d'autres qui sont dans une toute autre approche. Et en fait, la difficulté première tient, je pense, au recrutement de personnes compétentes. Parce que c'est vrai que dans un pôle études, c'est important qu'il y ait la version de Monsieur Tout-le-Monde et ses remontées de terrain, mais c'est aussi nécessaire qu'il y ait des personnes compétentes qui savent de quoi elles parlent, et notamment parce que l'écologie, vous l'avez évoqué, c'est l'agriculture, mais ça peut aussi être les sources d'énergie, ça peut être la biodiversité, enfin voilà, les sujets sont quand même très très vastes. Aujourd'hui, on a développé surtout une pensée concernant les énergies. Je ne sais pas si vous avez vu mes récentes prises de position concernant la fermeture de la centrale de Fessenheim et le blackout énergétique qui nous menace cet hiver. On a un groupe donc, qui travaille plus spécifiquement sur l'énergie nucléaire, et pour le coup avec des personnes vraiment compétentes qui travaillent au CEA. Donc c'est assez intéressant d'avoir quand même quelques experts pour éclairer la réflexion. Donc oui, nos équipes seraient partantes pour avoir des personnalités comme vous, parce que justement, ce que vous décrivez comme l'écologie subsidiaire, ça c'est le deuxième point, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Et là, je renvoie d'ailleurs à ce que Scruton disait de l'écologie elle-même, c'était que finalement, on ne pouvait faire comprendre l'enjeu écologique qu'à partir du moment où chacun percevait l'intérêt qu'il avait à la plus petite échelle à protéger l'environnement. Donc c'est par définition une préoccupation conservatrice. Et donc c'est là que les élus locaux chez nous mettent en œuvre aussi, justement, à l'échelle locale, à l'échelle de leur commune, voire de leur quartier, des méthodes de production, des méthodes de recyclage des déchets, des méthodes de compostage. Enfin, ils essayent en fait de déployer dans l'organisation ces premières actions écologiques de bon sens, prises isolément, qui ne vont pas révolutionner la face du monde, mais qui vont permettre aussi d'engager toute une discussion sur le rapport à la consommation, à la surconsommation. Et c'est pour ça que je disais qu'on avait une approche qui se voulait cohérente entre économie et écologie. Il y a un troisième axe sur lequel on travaille beaucoup aussi, hérité à la fois de Scruton et de Finkielkraut qui appelle ça l'écologie poétique, c'est-à-dire la dimension esthétique de l'écologie, c'est-à-dire
au nom de la sauvegarde de l'environnement, on ne peut pas défigurer les paysages. Alors bien évidemment, on a tous en tête les éoliennes quand je dis ça, mais il n'y a pas que les éoliennes, il y a aussi tout ce qui est en lien avec les politiques de remembrement dans l'agriculture, tout ce qui est aussi en lien avec la taille des fermes, la pollution liée aux fermes. Voilà, et donc il y a vraiment une réflexion qui veut tenir tous ces axes-là en même temps. Donc, si Stanislas, vous avez une proposition de collaboration à nous faire, je l'accepte bien volontiers. Un grand merci. On va prendre les 2 questions d'affilée, celle de Mohamed Nemri, Jean Maher et François Martin. On va les poser directement. Les 2 questions, s'il vous plaît. Merci. Jean, si tu peux mettre ton micro. Merci. Voilà. Oui, je crois que Mohamed n'est pas là. Très bien, bon, on te laisse la parole, Jean. Bon, ok, j'ai mis en partage la question qu'il a mise. En fait, il parle de la culture de victimisation et qui est devenue un outil politique de manipulation. Et il parle surtout du danger que ça devient grave du fait que c'est dans les programmes scolaires. Il prend l'exemple de la loi Taubira qui reprend uniquement l'esclavage transatlantique et qui fait l'impasse volontairement sur les traites interafricaines et arabo-musulmanes qui sont plutôt plus importantes. Donc, c'est un procédé qui enferme les gens dans une position victimaire et donc alimente un terreau sur les courants islamistes en France et produit le communautarisme. Avec, évidemment, il parle des mémoires collectives également. Alors, les frères musulmans ont bien compris cet enjeu et ils ont mis dans leur communication, dans leur projet de conquête, provocation, victimisation, médiatisation. Donc, il y a une mise en place d'une société qui est régie par la charia. Je pense que tout le monde sait que c'est plutôt leur objectif global dans le cadre d'un grand État islamique mondial et condamne pour crime d'apostasie tout musulman qui va se convertir ou bien tout simplement quitte sa religion de l'islam. Donc la question de Mohamed, c'est dans le cadre des discussions de la future charte avec les instances musulmanes, que prévoit Sens commun pour imposer un droit à l'apostasie? Merci Jean. On revient à ce grand débat sur le séparatisme et on laisse toute la place à Monsieur François Martin pour la deuxième question. Juste vous demandez sur le chat, vous pouvez librement intervenir. Jean-Maher recueille les questions. Je crois qu'il y a déjà 2 questions intéressantes et on les posera après à Madame Trochu. Merci pour la deuxième question, Monsieur Martin. Merci Montalembert déjà de m'avoir laissé désactiver le son tout seul et de ne pas me l'avoir désactivé. Ça prouve déjà qu'on n'est pas dans une ambiance totalitaire, ici, hein. puisqu'on a le droit de se désactiver tout seul, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, j'ai une question à te poser, Laurence, mais avant, j'ai quelques remarques rapides. Hein. La première, la discussion sur la subsidiarité me fait penser à le patron d'un grand groupe, du groupe Arcelor, à une époque que j'avais entendu dans une conférence HEC, qui avait dit ceci. Il avait dit, il faut partager les problèmes, mais pas les solutions, parce que sinon, c'est la solution qui devient le problème. Alors, je trouve que ça exprime bien ce que c'est que la subsidiarité. À partir du moment où on partage la solution et qu'on impose la solution à tout le monde, c'est bien la solution qui devient le problème. Donc, ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que je ne peux pas te laisser dire que vous êtes les seuls à être conservateur, parce que je fais partie d'un parti qui a lancé une revue qui s'appelle Le Nouveau Conservateur. Je pense que VIA est un parti conservateur. Il y a des gens au RN qui sont conservateurs. Il y a un certain nombre de mouvances ici ou là qui sont conservatrices. Donc, je veux dire, je suis très content que Sens commun lève le drapeau du conservatisme le plus haut possible, ça me remplit de joie, mais il ne faut pas que tu t'attribues la paternité exclusive du conservatisme français. Là, je peux pas te laisser. La troisième chose, je vais aller vite, c'est que je partage pas ton avis comme quoi c'est la nation qui est l'essence du conservatisme. Je vais te dire pourquoi. Parce que la Révolution française est fondamentalement d'essence progressiste. Or, elle est patriotique
il s'appelait patriote et il s'appelait citoyen. Donc, pour moi, le contrat social, ce qui fait la différence, ce n'est pas précisément la nation, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le conservatisme est national, mais à l'époque, aujourd'hui, le progressisme est transnational. Et ça n'a pas toujours été le cas. Pour moi, la différence, elle est de nature spirituelle. C'est-à-dire, c'est la spiritualité qui fait le conservatisme, parce que le conservatisme est capable d'embrasser le passé, le présent et l'avenir, parce que la spiritualité des personnes, c'est à cause des personnes que nous sommes conservateurs. C'est ça qui fait que nous sommes conservateurs. Ce n'est pas la nation. La nation peut être progressiste, elle l'a été. Donc, je ne partage pas ton avis là-dessus. Je ne développe pas parce que ce n'est pas l'esprit d'aujourd'hui, mais par exemple, pour moi, Saint-Exupéry dans la lettre au général X, j'ai fait un papier là-dessus dans un des nouveaux conservateurs, est profondément un conservateur parce qu'il est spiritualiste précisément. C'est dans la spiritualité qu'est l'essence du conservatisme. Je ne développe pas. Merci François. Voilà. Merci Ma infiniment. question. Je voulais te parler des élections américaines. On sort un peu des choses, mais pas tellement. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses des élections américaines? Comment tu vois les choses? Et qu'est-ce qui fait que dans ces élections américaines, il y a une telle distorsion, je dirais, entre le peuple, d'une façon générale, ou les votants et les élites? D'où est venue, à ton avis, cette perte de confiance qui, à mon avis, est essentielle. Voilà ma question. Plus le reste, si tu veux répondre. Très bien. Je vais répondre peut-être à la première question qui a été posée par écrit concernant le droit à l'apostasie dans le contexte de la loi qui est effectivement discutée en ce moment, enfin en tout cas qui en est au stade des auditions en commission. Bien évidemment qu'aujourd'hui, la question liée à l'islam, elle est intrinsèquement dépendante de celle de l'immigration, puisque l'immigration est majoritairement, pas exclusivement évidemment, mais elle est majoritairement de culture musulmane, et que c'est ça finalement le défi qui est le nôtre. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce flyer qui avait été distribué par les équipes de Laurent Wauquiez à un moment et qui avait créé pas mal d'émoi. C'était pour que la France reste la France. Et l'enjeu, il est effectivement celui de l'assimilation. Donc c'est un sujet que Sens commun, bien évidemment, traite avec une grande attention. Parce que finalement, bon, voilà, notre manifeste, comme je vous l'expliquais, ce n'est pas une liste à la Prévert, ce n'est pas un catalogue exhaustif de mesures, c'est à un instant donné ce qui semble prioritaire pour les Français et qui donc doit être porté par des propositions politiques concrètes. Donc dans le manifeste, il n'y a rien qui concerne le droit à l'apostasie écrit noir sur blanc. En revanche, il y a 3 propositions qui incluraient en fait cette formulation très concrète. C'est vérifier dans le pays d'origine la capacité à l'assimilation d'un candidat à l'immigration. On entend par là proximité culturelle, concours d'entrée, langue française, casier vierge. Et donc tout ce qui va concerner la proximité culturelle, moi, je pense qu'effectivement, le droit à l'apostasie relèverait de cette approche parce que qu'est-ce qui est derrière? C'est l'enjeu de la liberté. Et puis, il y a l'égalité, ou plutôt, j'aime mieux le dire comme ça, l'égale dignité entre l'homme et la femme. Et là, bien sûr, l'enjeu, c'est l'égalité. Et si je refais le lien avec l'introduction de mon propos de cette tension incessante dans la démocratie, dans le principe même de la démocratie entre l'égalité et la liberté, on se rend compte là que c'est pour l'islam un langage qui est difficile à parler et notamment parce qu'il n'y a pas cette distinction entre l'aspect culturel et l'aspect cultuel. La deuxième proposition, c'est vérifier en France sur la base de critères plus rigoureux le degré d'assimilation du candidat, cette fois-ci non pas à l'immigration, mais à
la naturalisation. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit comment ça se passe chez le préfet, entre deux portes, parfois, on se rend compte que voilà, être naturalisé, c'est être français et donc en posséder à la fois l'âme, si je fais écho à la spiritualité dont parlait François tout à l'heure, l'âme et puis ce regard sur la société. Et puis la troisième proposition, c'est exiger un serment de loyauté à la France pour tout nouveau naturalisé. Donc évidemment, ça veut dire, cette loyauté, c'est quoi? C'est le fait de partager, de respecter et voilà, ce qui fait le cœur de la patrie. Ça fait écho évidemment au rôle de l'éducation aussi. Dans l'éducation, il y a bien sûr la dimension d'instruction, mais il y a aussi la dimension d'éducation à la citoyenneté et donc la transmission de l'amour de la France. On le voit dans certaines écoles, le lever des couleurs, l'apprentissage chronologique de l'histoire, qui ne soit pas biaisé par les idéologies voilà, dont on a vu les traces en 2020 importées des États-Unis, notamment avec toute la vague antigéniste. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble et c'est pour ça que dans ce manifeste, on ne peut pas prendre une proposition qui ne soit pas en lien avec les autres. En fait, c'est un ensemble qui se tient. Voilà, donc on ne peut pas dire je prends ça parce que ça et je rejette l'autre parce que en fait tout a quand même tout a du sens dans la construction de ce manifeste. Concernant la question, ou les questions, parce qu'elles étaient finalement avec plusieurs fils à tirer de l'intervention de François, bien évidemment qu'il y a en France des conservateurs qui sont présents dans différents partis politiques. Quand je dis que nous avons non pas l'exclusivité, mais nous avons une visibilité sur cet engagement conservateur, c'est tout simplement parce que, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que jusqu'en 2017-2018, en fait, le mot conservateur était très très peu employé. Il a commencé à émerger dans les milieux intellectuels. On a un Frédéric Sinclair, un Mathieu Bock-Côté pour les plus contemporains qui ont commencé finalement à mettre au goût du jour. On a des essayistes, des journalistes, je pense à Eugénie Bastier, à Alexandre Devecchio, à la revue Limite, des gens qui ont commencé Paul-Marie Couteau. à se revendiquer du conservatisme, mais d'un conservatisme intellectuel en fait. Et nous avons été, je pense malgré tout, les premiers à vouloir l'incarner par des propositions politiques en assumant le mot conservateur et en allant jusqu'à dire dès novembre 2018 sens commun, hashtag le mouvement conservateur. Alors c'est pas évidemment une exclusivité qui ne laisserait pas de place pour les autres, puisque des conservateurs, il peut y en avoir dans d'autres partis, dans la mesure où ce clivage gauche-droite, il a été redessiné de manière assez flagrante par En Marche, par progressistes conservateurs. Et il y a des progressistes aussi dans des partis censés être conservateurs. Vous voyez, donc les frontières sont quand même assez floues. Pourquoi un attachement à la nation ? Parce que, comme tu le disais, François, d'un point de vue historique, il y a quelque chose de choquant, je suis d'accord, il y a quelque chose de choquant, parce que la nation, c'était d'ailleurs traditionnellement une notion ou un concept de gauche, dans un contexte révolutionnaire et post-révolutionnaire, alors qu'aujourd'hui, la nation, pourquoi on en parle ? Tout simplement parce que la nation, elle a une histoire, elle a aussi une géographie, qui dit géographie dit frontière, elle a une culture et elle a en fait elle est ce cercle finalement à l'échelle duquel le sentiment d'appartenance peut exister et c'est pas sans lien avec ce que tu disais sur l'évolution des États-Unis qui est effectivement inquiétante. Pourquoi ? Parce que ce qu'on voit finalement, c'est que la démocratie, et ça c'est vraiment un enseignement de Tocqueville, donc plusieurs siècles en amont, mais c'est que c'est la démocratie elle-même qui change la nature de l'homme. Et ça, Tocqueville l'explique très bien, la distinction entre la nature aristocratique et la nature démocratique. Et pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est une société qui a pour
principe l'autonomie du sujet. Et en fait, c'est cette autonomie du sujet qui peut dériver en individualisme et qui ne peut finalement qu'engendrer un débat sans fin sur les droits et les limites à apporter à la liberté qui la détermine. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous voyons dans le débat démocratique et dans les menaces qui l'atteignent, c'est que finalement, on pourrait se dire, le constat que font les Américains et qu'on pourrait malheureusement arriver à faire chez nous aussi dans peu de temps, hein, c'est qu'on n'est plus assez d'accord pour accepter et pour tolérer nos désaccords. C'est-à-dire qu'il y a plus de choses qui nous séparent que de choses qui nous unissent. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur l'unité de la nation, parce que l'accord, qu'il soit tacite ou implicite, en fait, il empêche que des groupes opposés sombre dans la discorde, dans la guerre. Et finalement, ce qui est dramatique, c'est quand on ne sait plus ce à quoi on appartient, ce qui fait le commun. Et c'est pour ça que je reviens sur la définition de la nation en fonction de sa géographie, de son histoire et de sa culture, parce que c'est quand ce sentiment-là du commun s'étiole que les divergences de vues vont prendre le pas sur la chose commune et vont l'emporter sur la concorde. Et en fait, il y a une date importante, je pense, aux États-Unis, je crois que c'est 1964, c'est le Civil Rights Act, qui en fait a déployé deux grands éléments, il me semble, qui ont bousculé le modèle constitutionnel américain. Le premier, c'est le concept, on va dire, de discrimination positive, qui a en fait inversé le rapport de force entre les individus américains, parce que finalement, ce politiquement correct qu'il a permis, eh bien, il a accéléré quand même des changements et des mutations dans la société à partir du moment où il a donné pas seulement des droits à des minorités, mais le fait de donner des droits aux minorités a généré l'interdiction pour la majorité d'affirmer ce qu'elle est. Et c'est là qu'en fait, il y a une menace démocratique qu'on retrouve chez nous, avec les Black Lives Matter tels qu'ils ont été importés, c'est qu'au nom de la tolérance et de l'ouverture aux autres cultures, il faudrait soi-même renoncer à être ce qu'on est et à dire ce que nous sommes. Et là, il y a cette déconstruction, en fait, parce que finalement, les victimes deviennent les oppresseurs deviennent les victimes, et c'est là qu'on arrive à parler de racisme systémique. Et en fait, ce qui est déjà dans l'enseignement de Tocqueville, c'est ça, hein, c'est qu'après avoir été le pays, on va dire, concepteur et exportateur de la démocratie, eh bien, les États-Unis nous fournissent aujourd'hui un modèle de destruction de l'intérieur même de la démocratie. Et je pense que la menace islamique, elle peut aussi venir de là, c'est-à-dire que c'est en utilisant nos propres armes, qui sont celles de la liberté, qu'au nom de cette liberté, on va vouloir nous imposer des modes de vie, on disait tout à l'heure, des non-distinctions entre culte et culture qui vont menacer notre liberté. Mais c'est ça qui est très vicieux dans tous ces mouvements minoritaires, que ce soit les LGBTQ+, que ce soit les antigénistes, que ce soit les antispécistes, que ce soit effectivement les formes d'islam radical. Et là, il y a une menace qui est déjà présente aux États-Unis et qui, je pense, s'importe aussi chez nous. Et l'UNI, par exemple, a fait un travail très intéressant avec Olivier Vial, et je vous renvoie aussi à l'excellent livre de Sami Biazoni, qui est le fruit d'une thèse qu'il a publiée, et qui montre comment, en France, en fait, on nous culpabilise de vouloir être ce que nous sommes. Merci Madame Trochu. Je suis d'accord avec toi. Juste Martin, une citation très courte, parce qu'on n'a vraiment pas très... Dans le sens de ce que tu dis, une citation du fondateur de Sud Radio, dont j'ai oublié le nom. Oui. Dans son livre Passager clandestin, il a dit: le jour où mes camarades sont arrivés en classe avec l'étoile, avec le touche pas à mon pote,
on est passé du droit à l'indifférence au droit à la différence. Et le poison est rentré ce jour-là dans la société française. Voilà ce qu'il a dit. Merci beaucoup, merci beaucoup. Juste une petite conclusion, Philippe de Saint-Germain, et nous laisserons toute la place à Ludovic Trollet. C'est juste pour respecter le temps, je suis vraiment désolé, je me fais le chef d'orchestre. Philippe de Saint-Germain pour une conclusion, merci. Si on peut le démuter, Jean. Oui, je crois. Bon. Oui. Bonsoir Laurence. On n'entend pas. Il n'est pas démuté. Ouais, il faudrait démuter ton micro. Moi, je vais le muter. Là c'est bon. Là, c'est excellent. Bon. Merci Laurence pour ton intervention. Grand plaisir à t'entendre. Je voudrais simplement relever quelques grandes idées dans ton intervention à retenir. C'est que le premier point, c'est qu'il n'y a pas de politique sans vision. C'est très intéressant de présenter un mouvement politique à travers la réflexion sur ce qu'est la polique, et puis d'autre part sur ce qu'est la communauté politique. Tu as dit aussi que finalement il n'y a pas de politique sans nation. On n'entend pas bien Philippe. La nation, vous ne m'entendez pas? Bon. Pas très bien, non. Bon, si tu peux juste te rapprocher du micro de l'ordinateur. Voilà. Bon. Donc pas de politique sans vision, pas de politique sans nation. La nation comprise. Ah, tu t'es encore muté, Philippe. Démute-toi, Philippe. Voilà, là c'est bon. Si tu peux reprendre ta phrase, merci. Je vais être mieux placé pour ces mots de conclusion si on a des problèmes techniques. Voilà, pas de politique sans vision, pas de politique sans nation. La nation comprise comme une communauté de culture et non pas comme l'idolâtrie de soi-même que l'on retrouve aujourd'hui dans l'expression de la politique moderne. L'enjeu du conservatisme, c'est celui d'offrir une alternative à la société progressiste, qui est une société narcissique, qui est une société du conflit, où les droits sont en concurrence. La réponse pratique de cette société conservatrice, qui est une société qui se reçoit, et non pas une société qui se fabrique au gré des majorités, ce peut être la société subsidiaire, dans la mesure où la société subsidiaire est une société qui aide un peuple à être lui-même. Reprenons l'expression fameuse du pape François disant de la politique qu'elle consiste à conduire un peuple où il se reçoit lui-même. C'est être une société qui trouve le sens de l'engagement, dans la confiance, et avec le sens de l'engagement, le sens commun du bien commun, le sens commun du bien, ou le sens du bien commun. Voilà, on retrouve le sens commun. Et donc ce sont ces grands axes de la politique à retrouver, et qui, dans laquelle nous nous retrouvons à travers nos approches respectives. Et donc, merci beaucoup de nous avoir rappelé ces grands principes de la vie politique qui sont aussi un appel au réalisme. C'est un grand message de Scruton, je crois, et de la pensée conservatrice, c'est que c'est une pensée qui a conscience des limites de l'homme, de son imperfection, et qui est aussi un appel à l'humilité devant la tâche à construire. Merci. Merci infiniment, Philippe. Ludovic? Non, mais je laisse Laurence faire sa conclusion elle-même. D'abord, un grand merci. Oui, merci Philippe, parce que je pense qu'aujourd'hui, finalement, ce que je retiens de l'enseignement de Scruton, c'est cette urgence à vouloir parler à nouveau à la première personne du pluriel en disant « nous » quand on parle de la France, dans cette France voilà, qui regorge de fractures, et c'est vrai qu'elles sont toutes décrites, y compris de manière très objective, par des personnes qui ne se reconnaîtraient pas forcément dans le conservatisme, mais qui font
œuvre de sociologie pour les décrire. Et moi, je vais vous dire ce qui m'inquiète fondamentalement, c'est ce désengagement, parce que Sens commun avait réussi ce pari un peu fou de réenchanter l'engagement politique et de faire s'engager des personnes qui jusqu'à présent n'avaient pas joué sur ce terrain-là, pouvaient être sur le canapé pour commenter le match, mais n'avaient pas joué voilà. Et je me dis qu'aujourd'hui, cet engagement, enfin, je dirais, on n'a pas le choix. On est tenu de s'engager dans une démarche citoyenne, qu'elle soit associative, qu'elle soit politique. C'est toute la complémentarité entre les associations civiles et les associations directement politiques. Mais moi, je me dis qu'on ne peut pas se lever le matin, se regarder dans la glace et s'imaginer dans quelques années répondre à nos enfants et petits-enfants qui nous diront mais en 2020, 2021, 2022, vous avez laissé faire ça et vous n'avez rien fait. Et voilà. Et moi, je me dis que les jours où cet engagement est dur à tenir, c'est ça qui doit nous motiver, même si nous ne verrons pas forcément les fruits directs des actions que nous portons les uns et les autres. Mais nous n'avons pas le droit, en fait, de nous désengager. Merci, Laurence. Je crois qu'on arrive effectivement à la fin de notre web cercle. On a bien compris effectivement que dans toutes les interventions, que ce soit du docteur Salabel, la question que posait donc Stanislas sur l'écologie, concernant également la questionnement sur cette problématique de l'islamisme ou encore de cette difficulté qu'on voit notamment aux États-Unis sur le processus démocratique et électoral. Voilà, en fait, je pense que nous vivons un grand moment de défiance. Et le vrai sujet et la vraie intuition de l'Institut Montalembert, c'est-à-dire comment on va inspirer, on va dire, le politique pour aller vers un temps de... On va restaurer la confiance. Ça, effectivement, il y a un enjeu énorme, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aide. Nous, on est plutôt effectivement un institut métapolitique. On doit aider effectivement les gens qui s'engagent, comme toi, Laurence, à vous inspirer, vous aider, vous accompagner. Parce qu'il est clair que nous avons besoin, et la France a besoin, et le monde a besoin, effectivement, de retrouver dans le politique des mouvements sociaux qui portent cet engagement et qui redonnent à la fois du sens, comme tu disais tout à l'heure, un sens commun, mais aussi confiance. Sans cela, en fait, ça va être malheureusement une situation qui va s'aggraver ou qui va même vers effectivement des conclusions très dangereuses. Et donc, l'intuition de l'Institut Montalembert, c'était effectivement d'accompagner la réflexion, et ça nous a amené effectivement à deux sujets, la subsidiarité. Parce qu'on pense qu'au cœur de cette défiance, il y a cette perte de confiance de la personne et de sa responsabilité individuelle. Donc, l'enjeu majeur, c'est évidemment de convaincre le politique qu'il va falloir aller vers une société plus subsidiaire. C'est la première chose. Et la deuxième intuition, et effectivement sur laquelle on travaille, qui est notre héritage direct de Charles de Montalembert, c'est la question des libertés. Et au cœur de cette difficulté que nous rencontrons particulièrement en France, la question de la liberté de conscience. Et c'est pour ça qu'on a un regard très particulier sur ce qui se passe effectivement avec l'islamisme et surtout ce projet de loi sur le séparatisme où je pense que le vrai enjeu, ça va être de démontrer qu'on est capable d'être à la hauteur de notre héritage sur ce sujet fondamental qui est la liberté de conscience, et c'est ça qui va permettre demain de sortir des difficultés que nous avons, notamment avec potentiellement la communauté musulmane en France. Voilà. Donc là-dessus, on va travailler encore avec toutes nos équipes scientifiques pour inspirer et réfléchir et vous accompagner le politique dans ces intuitions. Donc ça, c'est rendez-vous donc en 2021 avec toutes les idées, toutes les contributions qu'on va pouvoir apporter. Donc, dès les prochains jours, effectivement, la contribution du docteur Salabel sur la question de
cette réflexion sur une politique de santé beaucoup plus subsidiaire pour sortir de la crise, ça passera certainement par aussi un exercice que nous, on pense nécessaire de retour d'expérience sur ce qu'on vit. Sans retour d'expérience, il sera difficile d'apprendre et de sortir de la crise. Donc ça, c'est effectivement un sujet qu'on va aussi fortement travailler. Comment donner confiance au travers effectivement d'un exercice, un grand retour d'expérience, une consultation peut-être. On a ici évoqué des états généraux, mais bon, ça c'est une idée qu'on va travailler. Voilà, donc rendez-vous en 2021 sur tous ces sujets. Et pour conclure, vous êtes déjà effectivement assez nombreux à nous avoir rejoints, que ce soit effectivement dans le travail scientifique ou simplement en adhérant, mais tous ceux qui souhaitent nous rejoindre, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, pour adhérer effectivement à l'Institut Montalembert ou participer à toutes nos activités et simplement contribuer à notre réflexion. Donc encore merci à chacun et donc à très bientôt. Donc rendez-vous a priori dans 15 jours pour le prochain Web Cercle où on va travailler à la question de l'endettement avec un livre que Hubert de Vauplane, un de nos amis, a écrit, une réflexion sur l'endettement, qui est effectivement le gros sujet qui va être une des conséquences effectivement de cette crise, c'est savoir effectivement, donc il sera interrogé par quelqu'un effectivement qui fait partie de l'équipe, qui est donc Pierre Delauzin, et on va réfléchir effectivement à ce sujet particulier qui arrive et qui va forcément se poser à nous dans les années à venir et qui sera un gros enjeu politique. Voilà, donc merci, rendez-vous dans 15 jours et très belle soirée à tous et encore merci. Tous mes voeux de réussite à la fois professionnelle et personnelle pour cette année qui s'engage. Bonne soirée. Merci à toutes, à tous. Bonne soirée. Merci Madame Trochu. Merci Madame Salabel. On est avec vous, Madame Salabel. On ne vous oublie pas. On sait que vous êtes dans un combat qui n'est pas facile et ce combat est aussi le nôtre. Donc, on ne va pas juste en parole, mais aussi en acte. Demander aussi à Ludovic peut-être de transmettre vos coordonnées. Et donc, on pensera à vous particulièrement dans ce combat. Merci à Jean, merci à Stanislas, merci aussi à François Martin. Merci à Philippe de Saint-Germain. Bonne année 2021 et au plaisir, Madame Trochu, de vous réentendre. C'est tellement consistant. Vous m'avez musclé ce soir. Un énorme merci. À bientôt. Merci.